Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire des tendances 2023. Donc, on va attendre que l'ensemble des participants qui sont inscrits à ce webinaire puissent se connecter. Et juste avant de démarrer, je vais juste valider avec vous que vous nous entendez bien et surtout que vous voyez bien la présentation, que vous nous voyez bien. Donc, pour ça, vous avez un petit onglet chat juste en bas de votre écran. Donc, il y en a certains qui doivent être habitués à l'organisation des webinaires. C'est génial, merci. Je vois que Agathe est parmi nous. On a beaucoup de participants et tout le monde nous entend. Pour l'instant, ça semble se dérouler sans problème. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir à ce rendez-vous annuel qui est devenu un incontournable et qui marque aussi la fin de l'année chez Dex, puisque c'est notre dernier webinaire de l'année. Donc, merci à ceux qui nous ont aussi suivis tout au long de l'année. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous informer sur les tendances qui impacteront la profession comptable l'année prochaine et de vous motiver, vous, experts comptables, mais aussi collaborateurs et étudiants, à amorcer le changement. Donc, c'est pour cela que nous avons invité 4 intervenants d'exception que vous voyez qui m'accompagnent, qui vont se présenter dans quelques instants et qui vont vous offrir vraiment des angles de vue très différents et complémentaires sur ces tendances 2023. Donc, avant qu'ils se présentent, je voulais juste vous faire un petit rappel sur la partie un peu plus technique du webinaire. Donc l'interaction, on l'a fait au début. Si vous avez des éléments de réaction, n'hésitez pas à utiliser la bulle chat pour discuter entre participants. L'objectif, c'est que ça soit quand même animé. Donc, si vous avez des réactions, ça peut être une bonne façon d'échanger entre vous. Il y a aussi les 3 petits points. Il y a certains qui l'ont vu avec l'option de réagir avec des émoticônes. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous dire si vous êtes heureux, pas heureux, mécontent, joyeux. Là, il y a beaucoup de joie. Mais donc, n'hésitez pas, ça rendra ça plus interactif. Bien évidemment, vous allez pouvoir nous poser des questions. Donc, pour ça, il y a l'onglet questions. En tant qu'hôte, je récupérerai les questions et je me chargerai de poser ces questions à la fin des différentes thématiques à nos différents intervenants. Et pour finir, nous introduirons chaque tendance avec un sondage. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage parce que finalement, c'est vous qui nous permettront de valider certaines affirmations sur ces tendances. Maintenant que la partie technique est passée, nous allons pouvoir retourner à la présentation donc de nos intervenants. Et pour cela, je vais les laisser le faire. Donc, Jean, je te laisse l'honneur de te présenter. Ah bah j'aurais laissé faire moi Audrey d'abord, par galanterie. Mais, donc Jean Saffort, vice-président de l'Ordre, du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, en charge de l'avenir numérique de la profession. Et puis expert comptable en Picardie, à Saint-Quentin en Picardie. Audrey, si tu Je prends le veux. relais. Oui. Ok. Donc, je suis Audrey Brulon, cofondatrice de Lamaconta. Donc, Lamaconta, c'est la plateforme d'emploi des cabinets d'expertise comptable qui les aide à recruter en mettant en avant notamment leur marque employeur. Donc, j'accompagne les experts comptables sur la partie attirer, recruter, mais aussi fidéliser. Julien. Julien, oui, directeur éditorial de Compte Online. Et Florent Dujardin, donc je suis directeur général de Dext France et j'ai la chance de travailler avec les experts comptables depuis maintenant 8 ans et de pouvoir observer les évolutions du métier. Donc, merci à tous. Et donc, pour ma part, donc, je travaille chez Dext en tant que responsable de l'accompagnement. Et ce soir, je serai votre hôte. Donc, je serai la personne qui fera le lien entre les différents intervenants sur ce webinaire des tendances. Donc, juste pour vous redonner un peu de contexte et introduire le webinaire sur finalement la démarche, comment on a identifié les tendances, quelle tendance on a choisi et pourquoi. Donc, on a décidé en 2023 de se concentrer sur 3 thèmes. Contrairement à 2022 où on était plus sur 4 thématiques parce que c'est des
ces 3 thématiques-là, cette année, nous semblent vraiment d'actualité. Donc, la première thématique, et non la moindre, c'est celle de l'attractivité des talents. Donc, on va passer une première partie de ce webinaire à discuter tous ensemble de comment recruter et fidéliser les talents au cabinet. Ensuite, sur la deuxième thématique, on va davantage pouvoir échanger sur la facture électronique et son impact sur l'écosystème des logiciels. L'année dernière, on avait traité ces thématiques de façon séparée, mais aujourd'hui, on ne peut nier le fait que l'arrivée de la facture électronique a un impact sur l'écosystème des logiciels et c'est pourquoi, en 2023, on a décidé de traiter cette thématique en un échange. Et enfin, on parlera du contexte économique actuel et comment, en tant que cabinet, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Pendant le Covid, vous avez été les hôpitaux des sociétés. Et donc, la question, c'est de savoir comment, sur le long terme, vous allez pouvoir maintenir cette relation de conseiller auprès de vos clients et les valoriser. Donc ça, c'est vraiment les 3 thématiques sur lesquelles on va se lancer. Et on a décidé, par contre, aussi de vous écouter. Donc, c'est merci à ceux qui ont répondu à nos sondages sur LinkedIn. Et on voit qu'il y a 2 thématiques qui ressortent lorsqu'on vous a demandé de quel sujet vous vouliez entendre parler comme tendance 2023. Donc, il y a la facture électronique et l'attractivité des talents. Il y a eu comme 3e sujet les nouveaux services. Alors là, c'est typiquement une thématique qu'on n'exploitera pas aujourd'hui comme celle de l'attractivité des clients parce que pour nous, les 3 thématiques qu'on a sélectionnées sont d'autant plus d'actualité et prioritaires pour 2023 et le reste découlera. Ça ne veut pas dire que les autres sujets sont moins importants, mais il fallait faire un choix. Donc, voilà nos tendances pour l'année. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer sur cette première thématique. Et donc, on va pouvoir voir finalement et répondre à la question de comment pouvons-nous recruter et surtout garder les talents. Vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître. Et donc, je vous invite à répondre à la question « Rencontrez-vous des difficultés à recruter ?» Et pendant que vous répondez, Audrey, je te propose de te lancer. Avec plaisir, merci beaucoup Marie. En effet, quasiment 100% des cabinets d'expertise comptable peinent à recruter aujourd'hui. D'ailleurs, je réponds au sondage comme ça c'est fait. Et en préparant ce webinaire, on a parlé principalement des étudiants. En fait, comment donner envie aux étudiants de rentrer dans la profession, mais surtout d'y rester. Moi, j'interviens très souvent auprès de BTS jusqu'au DSCG, notamment pour les aider à candidater dans les cabinets. Et je me rends compte qu'en BTS, ils sont super motivés pour aller faire leur stage en cabinet. Et après une expérience parfois seulement sur de la saisie, ils reviennent et me disent « Audrey, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Je vais plutôt aller, pour certains, ils me disent « Je vais plutôt aller en communication pour avoir de la relation client ». Et c'est là que je me dis il y a vraiment un problème de compréhension du métier de la part des BTS, notamment première et deuxième année, qui partent en communication, alors que typiquement, s'ils aiment le relationnel client, ils seraient mieux en expertise comptable qu'en communication. Okay. Et d'ailleurs, en communication, ils ne peinent pas à recruter. Donc, je me dis qu'il y a peut-être des talents à aller chercher là-bas. Donc, je pense que peut-être que Jean aura envie de réagir à ça. Ah oui. Oui, Audrey, oui, là, je réagis complètement parce qu'en effet, on sait bien que notre plus gros problème, souvent, c'est d'attirer les talents parce qu'ils ne s'imaginent pas, on a toujours une image un petit peu vieillotte, ce n'est pas toujours marrant, cabinet d'expertise comptable pour la vue des gens. Par contre, en effet, moi, je sais qu'au cabinet, on leur parle d'abord de communication client, de proximité client. Je leur parle quasiment que de ça. Et d'ailleurs, mon recrutement aujourd'hui, ce n'est pas du tout sur la technique, c'est sur le savoir-être. C'est-à-dire comment se comportent les gens en équipe, comment ils se comportent avec les clients. Et justement, on leur précise que la communication client, c'est justement au milieu de notre travail et que tout ce que l'on est en train d'automatiser, c'est pour nous dégager du temps, pour le gagner, pour cette relation, renforcer toujours cette relation client. C'est notre force de base.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, au sujet encore des étudiants, parce qu'on était intervenu en école notamment avec Marie, je pense que tu t'en rappelles. Donc ce qu'on voit, c'est aussi évidemment le relationnel client. Après, on voit aussi que c'est souvent les experts comptables associés qui interviennent dans les écoles. Moi, je trouverais ça vraiment super que ce soit aussi les collaborateurs qui interviennent. Parce que passer le diplôme d'expertise comptable, ça peut faire peur quand on est en BTS première année. Et du coup, pour se projeter, ça peut être un peu délicat. Le fait de voir des collaborateurs qui sont jeunes, qui vont avoir aussi ce dynamisme, permet de se projeter un petit peu plus. Ah oui, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi, Audrey, parce qu'aujourd'hui, si on pouvait avoir nos jeunes qui aillent communiquer, c'est quand même les jeunes qui sont mieux placés pour parler aux jeunes. Et puis, c'est pas des vieux comme moi qui vont aller leur parler, hein. En effet, bon, ils ont besoin d'avoir. C'est les meilleurs. C'est ce que moi je dis toujours quand j'ai des stagiaires au cabinet qui disent on a passé une superbe semaine, un super mois. Ben, je dis justement, vous allez le dire. J'ai eu le tour encore il n'y a pas longtemps, une qui vient de finir son stage fin de semaine. Je lui dis surtout, tu vas dire à tes copains, tes copines là que c'est sympa, qu'ils viennent chez nous et qu'on a besoin d'eux, qu'on les attend. Et c'est une priorité qu'on a tous absolument. Et ça, je pense que tout le monde le partage aujourd'hui. Le plaisir au travail, c'est aussi quelque chose de très important. Oui, et donc il y a ces sujets-là, en effet, de l'attractivité dans les écoles. Mais après, une fois qu'on a réussi à recruter des collaborateurs qui sont dans le cabinet, comment on fait pour les garder? Je pense que ça, c'est une question clé qu'on n'aborde pas souvent, pas assez souvent. En tout cas, d'ailleurs, on le voit quand on fait des interventions sur la marque employeur et la fidélisation, on a beaucoup moins de monde que sur la facture électronique. Or, la fidélisation des collaborateurs, c'est quand même un sujet principal. Et dans la fidélisation des collaborateurs, ce qui va être important, c'est le management. Oui, les experts comptables sont des techniciens. Les experts comptables sont aussi des chefs d'entreprise. Et il faut passer de technicien à chef d'entreprise. Et moi, j'aime bien parler souvent de la symétrie des attentions, qui dit que le manager va prendre soin de ses collaborateurs et donc les collaborateurs vont prendre soin des clients. Mais ça ne marche pas quand c'est le manager qui s'occupe des clients. Voilà, et en effet, on a besoin d'ailleurs de conforter nos collaborateurs. Moi, c'est un exemple, j'ai eu le tour cette année avec des clients qui depuis toujours sont en retard, nous cassent les pieds, bloquent tout et tout et tout. Et devant mes collaborateurs, je leur ai fait voir que je virais les clients. En leur disant, vous êtes plus important que mes clients. J'ai plus de mal, moi, à trouver des collaborateurs. J'ai pas trop de mal à les garder, parce qu'on fait plein de trucs au cabinet. Là, je suis encore un petit peu fatigué. Je joue au foot hier avec l'équipe de foot au cabinet, voilà. Mais on arrive, si on mouille un petit peu la chemise, si on a envie d'être avec eux, on arrive à les garder, les fidéliser beaucoup plus facilement. Et c'est plus difficile à trouver des gens qui veulent s'impliquer complètement que des clients. Donc pour moi, mes collaborateurs ont plus de valeur que mes clients. Je leur dis, et je le dis devant les clients. Pour reprendre le sujet, pour reprendre le sondage, j'ai l'impression que l'une des difficultés principales de nos participants, c'est le fait de trouver le profil qui correspond au poste. Est-ce que vous auriez justement des solutions à leur donner? Sur le côté de correspondre au poste, déjà l'important, ça va être sur le travail aussi de l'image externe de l'offre d'emploi. On ne va pas y revenir ici, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais en tout cas, il faut être capable aussi de comprendre son besoin pour trouver le collaborateur qui correspond. Et on est dans une phase de transition, je pense qu'on va en parler dans le prochain sujet sur la facture électronique, où on va avoir besoin de talents un petit peu différents de ce qu'on allait chercher maintenant. Et je vais laisser Jean réagir aussi là-dessus. Complètement, là je complète ce que tu dis. Moi, je ne recrute pas du tout sur la technique. Je ne pose pas de questions techniques quand je recrute. Moi, il n'y a que le savoir-être qui m'intéresse. Les gens qui ont envie. Alors, parfois, oui, on va me dire, il n'y a pas longtemps, on a fêté les 5 ans du décès de Johnny, mais l'envie d'avoir envie. Et pour moi, c'est vraiment, c'est primordial. Après, celui qui a envie, qui est motivé, on va réussir à lui apprendre, à lui amener la technique, et c'est plus difficile d'avoir des gens justement qui veulent participer, qui veulent s'impliquer. C'est plus difficile d'avoir des jeunes comme ça que d'avoir des techniciens. Ça se forme, des techniciens, c'est pas si difficile que ça. Et la technique devient très très large. On va le voir avec la facture, on va demander
plein de nouvelles compétences. On va changer complètement le métier. Et on a besoin de 109, des gens qui ont envie de changer, d'évoluer et de ne pas me dire « je fais comme ça depuis 15 ans, je déroule le processus, il n'y a aucune raison que je change ». Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on leur donne envie finalement? Parce que de ce que j'ai l'impression, c'est qu'on comprend un peu les talents et qu'il faut s'adapter, mais finalement, comment le cabinet s'adapte pour donner envie aux collaborateurs, aux futurs talents? C'est vrai que déjà, moi Si je peux j'entends. juste. Ah, Pardon, pardon, vas-y, Julien. Vas-y, Julien, Non, vas-y. mais c'était juste. Enfin, pour moi, il y a peut-être deux sujets. Il y a le sujet comment on attire à court terme un petit peu dans son cabinet quand on cherche quelqu'un. Et effectivement, il y a un problème plus profond et plus long terme qui est qu'est-ce que c'est qu'un métier en cabinet. Et donc, pour attirer les collaborateurs, je pense que il y a aussi une question de transformation. Un cabinet qui continuerait à travailler à l'ancienne, qui ferait que de la saisie, avec une offre de service limitée à de la tenue, bah, structurellement, dans le temps, il pourra faire tout ce qu'il veut comme action et fidélisation pour installer un baby-foot dans son cabinet. Ça ne fera pas venir, enfin, je caricature, mais ça ne fera pas venir quelqu'un, alors que celui qui va se transformer et qui va vendre, quand il fait un entretien d'embauche, bah, une offre de service différente, une écoute client, des missions plus intéressantes, avec des outils modernes, bah, forcément, il va attirer plus facilement. Donc, je pense qu'il y a un sujet d'attractivité court terme, mais sur le long terme, si la profession veut continuer à attirer du monde, il faut qu'elle se transforme avant tout, je pense. D'ailleurs, la campagne de communication, bon, certains la décrivent, trouvent que c'est bizarre, c'est des messages, il m'a sauvé les fesses, ça fait bondir beaucoup de gens, mais les jeunes comprennent bien, et on ne parle qu'aux jeunes, alors on ne parle pas aux experts comptables, on ne parle pas aux anciens de chez nous, on parle aux jeunes pour leur dire, ben voilà, et d'ailleurs la campagne se continue sur les réseaux sociaux, elle va être très développée sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut aller là où les jeunes sont, et pas où là, on a envie de donner une belle image de nous. C'est eux, il faut leur donner envie à eux, et en effet, les faire venir, c'est une chose. Moi, j'ai plus de mal à les faire venir parce que je suis dans une petite ville et je n'ai pas d'étudiants chez moi. Mais quand ils viennent, ouais, bah, ils voient que ça évolue, que ça bouge beaucoup, et j'ai moins de mal à les conserver qu'à les faire venir. Un chiffre que j'avais trouvé là en préparant un petit peu, c'est qu'il était question des cabinets du type de profil qui recrutent. Et il y avait une étude de l'OMECA qui disait 92% des cabinets où des recrutements se font sur des profils comptables. Et un des enjeux, c'est peut-être justement de ne pas aller chercher dans ce vivier qui, par définition, est limité. Et en se transformant, on s'ouvre aussi à d'autres profils. Enfin, après, Audrey est mieux placée que moi pour le dire, mais c'est peut-être ça aussi le problème, d'aller chercher toujours les mêmes profils pour en faire de la comptabilité avec des DSCG, des DSCG. Voilà. Dans la théorie, tout le monde dit ça. Il faut aller chercher d'autres profils. Dans la pratique, moi, les offres d'emploi sur la Maconta, c'est DSCG, 5 ans d'expérience en cabinet. Voilà. Et les profils en reconversion ont beaucoup de mal à ce qu'on leur donne leur chance. Alors qu'ils viennent parfois de métiers avec du service client et qui seraient super dans la profession. D'ailleurs, il y a de très belles réussites. Hein. Et on a besoin d'être aidé parce que c'est vrai qu'on ne sait pas faire, Audrey. On a besoin, comme dirait l'autre, je me soigne docteur, mais je ne sais pas bien quelle annonce mettre, quoi faire. Et c'est vrai que dans les entretiens d'embauche, je ne parle même pas, je parle pas de compta, mais quand même, on regarde les profils comptables. Oui, c'est vrai que ça revient beaucoup là-dessus. Et après, tu parlais tout à l'heure du baby-foot. C'est vrai que moi, j'appelle ça le syndrome du baby-foot. En fait, on a parfois l'impression de mettre en place des choses au sein du cabinet en se disant que ça va plaire aux collaborateurs, mais on ne leur a pas demandé avant. Et en fait, le collaborateur, peut-être qu'il voulait tout simplement un nouvel ordinateur plus puissant, un nouveau logiciel ou une chaise plus confortable. Et donc, c'est l'importance d'impliquer les collaborateurs dans les changements, dans la vie du cabinet et même dans le choix des logiciels. J'entends très souvent des managers qui ont trouvé de super logiciels sur le congrès. Alors, on est ravis d'être là et de proposer nos solutions. Mais après, il faut aussi embarquer tous les collaborateurs avec vous. Je pense que ça, Florent, tu dois avoir un avis là-dessus. Ouais, je suis d'accord totalement sur ce que tu lances là. Pour donner mon avis avec ce que je connais, donc l'impact de la technologie, en effet, le baby-foot, c'est secondaire. L'important, c'est d'abord de régler les bases. Et les bases, c'est que pour fidéliser comme pour recruter, il faut répondre aux exigences de confort du collaborateur. Et en 2022, c'est plus possible de travailler un dimanche ou un samedi ou le soir, même en période fiscale, pour des collaborateurs qui peuvent aller dans des cabinets où on ne fait plus ça.
J'imagine que chez Jean qui a mis en place de la technologie, on ne travaille plus le week-end ou le soir, tous les soirs pendant la période fiscale, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Désolé si je dis une bêtise, peut-être moins qu'avant. Bien que j'engueule mes collaborateurs. Parce qu'ils travaillent quand je finis je fais un truc le samedi ou le soir, parce que souvent je travaille un peu le soir, je finis un dossier, j'envoie un mail et il me répond. Alors là, je dis, tu n'as pas le droit de me répondre. C'est pour lundi, c'est pas pour ce week-end que j'ai envoyé mon mail, c'est parce que je clôture mon dossier. Exactement. Donc il y a des basiques de confort qui sont réglables dans l'organisation et dans la technologie qui peut être mise en place. Et on le voit, la technologie, donc elle permet d'être plus heureux au travail la plupart du temps, mais elle change aussi les habitudes et ça peut changer la stratégie de recrutement. C'est-à-dire que si on utilise Dex ou si on utilise un équivalent, peu importe le logiciel qui apporte de l'automatisation, on n'aura plus besoin de faire de saisie, on n'aura plus besoin de faire de la collecte, du tri, du scan, de ce genre de choses. Et donc, on va avoir beaucoup de temps qui est disponible pour autre chose. Voire même, on n'aura plus besoin de plus en plus de coder les factures parce qu'il va y avoir une affectation qui va être mise automatiquement. Donc, ça veut dire moins de routine pour certains collaborateurs. Ça veut dire aussi, évidemment, qu'il faut leur donner des nouvelles missions qui vont les intéresser. Mais ça veut dire surtout que dans sa stratégie de recrutement, je rejoins totalement Audrey, Jean et Julien. Quand vous dites en BTS, les gens ils disent je veux faire de la relation client. Jean, c'est le savoir-être qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller plus loin en allant recruter des conseillers clients. On n'a pas besoin de recruter simplement des personnes qui vont avoir un cursus comptable. On voit de plus en plus des cabinets innovants qui vont recruter des conseillers clients qui ont fait des écoles qui sont différentes des écoles de comptabilité, qui n'ont pas besoin de faire de révision, qui ont besoin d'apprendre les bases de la comptabilité, évidemment, qui sont formés dans le cabinet, mais qui n'ont pas besoin d'avoir fait 3 ou 5 ans d'études de comptabilité. Et les retours qu'on a, c'est que c'est des gens qui ont envie de faire de la relation client, de faire de temps en temps du commercial, de temps en temps d'aider, ça dépend un peu des profils, qui vont pouvoir vraiment mettre en place des choses, en particulier l'accompagnement. On parle toujours d'accompagnement, ils vont pouvoir faire ce genre de choses. Quand les collaborateurs qui, eux, n'ont parfois pas envie de vendre, parfois pas envie de proposer de nouvelles missions en plus, et qui vont vouloir monter en compétence sur des missions plus de révision, eux vont pouvoir se spécialiser là-dessus. Donc ce qu'on observe, c'est une spécialisation des rôles, où il y a certaines personnes qui deviennent plus experts en comptabilité, et où il y a des gens qui sont recrutés pour la relation client en tant que conseiller client. Et pour ça, encore une fois, il faut réussir à passer le pas, de ne pas mettre que des annonces sur Lamaconta, sur DSCG, mais mettre des annonces pour travailler en cabinet comptable de personnes qui vont faire un autre rôle que la comptabilité. Et les dernières choses, pardon, sur moi sur le sujet, c'est ce qui est très important sur ces rôles de conseiller client. Ça peut être des gens qui vont faire de la formation, de la relation, des commerciaux, ce genre de choses. C'est pas des rôles subalternes qui vont être en dessous des comptables. C'est des rôles qui sont également importants, qui vont être différents, mais également importants, qui vont changer aussi la façon dont on travaille dans le cabinet. Donc, c'est pas facile, hein, c'est difficile à faire, mais on se rend compte que les cabinets qui le font, ils permettent d'avoir plus d'épanouissement sur tout type de collaborateurs et ils permettent aux clients d'être plus contents parce qu'ils sont servis par des gens qui ont envie de faire cette relation. Juste en 10 secondes, pardon, je suis désolé. Moi, je prends 20 secondes et après j'arrête. Là, on parle beaucoup de l'attractivité des cabinets. Si on regarde les chiffres des diplômes, les DSCG, en 2022, il y a eu 2500 diplômés. En 2012, il y en a eu 2100. Donc, on n'a pas une réduction du nombre de diplômés. Donc, si on va avoir plus de monde à la sortie, il faut qu'il y ait aussi plus de monde qui choisisse cette filière au départ. Et il y a aussi peut-être une réflexion à avoir sur l'attractivité d'une filière et des enseignements qui sont à l'intérieur, si on veut augmenter le flux de diplômés en bout de course, quoi. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Et justement, c'est pour ça de recruter des BTS en stage et montrer leur ce que c'est de devenir expert comptable, pas seulement de faire de la saisie. Déjà, ça aidera pas mal. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on n'abordera peut-être pas, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que le salaire reste un élément d'hygiène, c'est un élément important. C'est pas un élément de motivation, parce qu'on s'habitue très vite au salaire. Par contre, c'est un élément de démotivation s'il ne respecte pas les envies du collaborateur. Donc, il faudra l'avoir en tête. Moi, quand je vais voir les DSCG première année, pour le coup, et que je leur demande quel est leur projet, il y en a la moitié qui me disent « je vais passer 5 ans en cabinet, et puis après, je vais devenir DAF, et comme ça, je vais gagner plein d'argent ». Voilà ce qu'ils me disent. Parce qu'ils regardent sur Internet les salaires et ils comparent. Et ça, c'est une vraie problématique aussi que l'on rencontre. Donc, quand on cherche un DSCG 5 ans d'expérience, en fait, il est parti DAF. Voilà.
Et c'est vrai qu'entre les deux, il nous manque un diplôme, le bachelor, qui permet justement de donner un diplôme. On travaille beaucoup là-dessus sur des diplômes intermédiaires dans la profession pour permettre justement aux gens d'avoir une reconnaissance d'un niveau qui ne soit pas enfin, bac+2, bac+5, on a besoin de quelque chose au milieu. Super, donc merci pour vos retours donc sur l'attractivité. Je pense que notamment on a parlé de aussi le fait que les talents vont être attirés par les logiciels et en fonction de la modernisation du cabinet c'est un critère d'attractivité aussi pour le cabinet. Et donc ce qui nous amène sur notre deuxième thématique, qui est donc, alors il faut que je repartage. J'ai une petite gymnastique à faire entre les sondages, la thématique. Donc sur la facture électronique et l'impact sur l'écosystème. Et donc, on va débuter cette thématique avec une deuxième question. Avez-vous déjà fait une communication auprès de vos clients évoquant la réforme de la facture électronique? Donc effectivement, on parle beaucoup de l'impact de cette réforme sur les cabinets, sur les logiciels, mais est-ce que vos clients commencent à être tenus au courant? Et pendant que vous répondez, je laisse Jean se lancer sur cette tendance de l'année. Cette tendance de l'année 2023, année de la facture électronique. Donc là, soyons très clairs, tous les moyens de la profession sont mis en œuvre pour permettre à tous les cabinets de se former, puisque là, on va ouvrir la plateforme facture électronique début janvier, avec des formations, des webinaires dans tous les conseils régionaux, des formations gratuites dans tous les conseils régionaux, mais également au niveau national, avec des webinaires pour permettre d'embarquer beaucoup de monde, avec un objectif, former 60 000 personnes, c'est-à-dire tous les experts comptables et une grosse partie des collaborateurs comptables, parce que c'est très clairement, voilà, c'est la profession est en train de se refaire, on va changer complètement le métier, on le sait, c'est donc 2023, on doit se former, pour ensuite, début 2024, former nos clients, hein, c'est le sens de la question, massivement. Donc, il faut déjà commencer à leur en parler, leur dire que ça arrive, qu'on va les former, et vous allez avoir tous non seulement après vous êtes formés vous-même, avoir formé vos collaborateurs, vous allez avoir des kits de formation en ligne également pour vos clients. Donc, année 2023, pour l'ordre, le plus gros budget est mis sur la facture électronique pour vous permettre de vous former, d'informer vos clients, sachant que les TPE, elles seront touchées par l'expert comptable et c'est nous qui allons devoir faire le job. Voilà, pour lancer cette partie. Tu m'as dit pas trop long, hein, tu m'as dit pas trop long dans l'introduction. Hein, on va pouvoir réagir les uns par rapport aux autres. Je prends la parole en deuxième pour d'un côté rassurer et peut-être inquiéter sur la facture électronique. Moi, je passe mes journées sur la facture électronique. Hein. C'est évidemment le sujet majeur de Dext, parce qu'on est éditeur de logiciels et que je ne suis pas dirigeant de TPE hors ce sujet-là et que je ne suis pas expert comptable non plus. Pourquoi? Parce que il y a vraiment deux échéances qui sont importantes. Il y a 2024-2026. 2026, c'est la création de factures. 2024, c'est la réception de factures. Pour tout ce qu'a dit Jean, je suis totalement d'accord. Sur 2026, beaucoup de choses à changer pour vos clients parce qu'il va y avoir 3,8 millions d'entreprises qui vont devoir créer des factures sur un logiciel certifié, quand aujourd'hui, il y en a moins de 1 million. Donc, sûrement 3/4 de vos clients que vous allez devoir faire passer dans les 3 prochaines années sur un logiciel de facturation. En revanche, sur l'obligation de réception des factures, donc jusqu'au 1er juillet 2024. Il y a un gros travail sur les éditeurs. Dext reviendra dessus dans les prochains mois, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Pour les experts comptables et les clients, c'est tranquille. Il n'y aura pas de Big Bang de la facture électronique. Je vais m'expliquer un peu, ça peut choquer. Il n'y aura pas de Big Bang de la facture électronique où le 30 juin, ça va bien, et le 2 juillet, c'est terrible. Pourquoi? Imaginons, on fait tous la sieste jusqu'au 1er juillet, et on se réveille le 1er juillet. Qu'est-ce qui a vraiment changé? On n'a rien fait. Ni les éditeurs, ni les clients, ni les experts comptables, rien du tout. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'aller chercher ces factures Orange, EDF, tous les grands facturiers, donc les entreprises de plus de 500 personnes, sur des plateformes différentes sur votre compte client, toutes les factures vont arriver à un seul endroit dans votre plateforme de réception des factures électroniques, soit une plateforme privée, soit la plateforme publique.
Et donc, au lieu d'aller télécharger toutes vos factures une par une tous les mois, vous allez télécharger un gros paquet de factures que vous allez mettre dans vos outils de traitement de factures ou que vous allez mettre au bon endroit. Et donc, vous allez faire une opération au lieu de 20. Et vous allez continuer à gérer toutes vos autres factures de l'avocat, du notaire, de l'architecte, de la même façon qu'avant. Donc, en gros, même si vous ne faisiez rien jusque maintenant, ça va être une amélioration de ce qui se passait parce que vous n'aurez plus besoin de faire autant de travail. Donc, bonne nouvelle, il va y avoir une petite amélioration. Cela dit, c'est une petite amélioration parce qu'il y a aussi toutes les autres factures de tous les autres clients qu'il va continuer à falloir gérer comme avant. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de 2024. Il ne faut pas non plus espérer que ça change tout. Et il faut communiquer, en effet, comme le disait Jean, à vos collaborateurs et vos clients pour leur expliquer ce qui va se passer. C'est pas rien, ça ne va pas être le Big Bang, mais il faut quand même les rassurer pour leur dire voilà ce qui va se passer, on gère. N'écoutez pas les banques qui vont vous dire je ne sais pas quoi, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire je ne sais pas quoi. Votre expert comptable gère, vous inquiétez pas, vous êtes en bonne situation avec nous. C'est ça qui est important. Alors maintenant, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Si, je vais complètement sur ce que tu rassures. Moi aussi, je passe mon temps à rassurer. Tu as utilisé le mot. Rassurer mes collaborateurs. Ça fait des années qu'on leur dit qu'en 2030, il n'y a plus de comptable. Ben, ce n'est pas vrai, parce qu'on a vu d'ailleurs dans la première partie qu'on avait plein d'autres choses à leur faire que faire de la tenue de comptabilité. Donc moi, je rassure mes collaborateurs en disant, vous arrêtez, et je rassure mes clients aussi pour dire, fini le truc d'aller chercher vos factures à gauche, à droite, comme tu viens de le décrire, Florent, et puis le week-end d'avant, je leur dis, dimanche matin, vous préparerez plus vos factures, vous aurez le droit d'aller à la messe à nouveau, plutôt que de préparer vos factures pour la prochaine échéance de TVA, parce que mon collaborateur vous a appelé vendredi pour vous dire, tu as encore oublié de déposer les factures, que ce soit électronique ou papier, la problématique est la même, il faut les rappeler à plus de 60% les uns et les autres. Donc moi je dis à mes collaborateurs, la vie va être belle, on va vous faciliter la vie, plutôt que de passer un coup de fil pour engueuler le client pour lui dire tu as encore oublié tes factures, je préfère que vous les rappeliez 2-3 jours après pour leur dire, ah ben maintenant comme j'ai pu traiter automatiquement les choses, je peux vous ramener le tableau de bord et les 4 chiffres principaux de votre mois. Je pense que ce coup de fil-là, il sera vachement plus sympa, même au point de vue attractivité, on est dans la suite de la première partie, que l'ancien coup de fil qui était d'engueuler le client. Et le client, quand je lui fais voir ça, qu'on va lui chercher ses factures, qui vont être à sa disposition, j'ai juste lui demander de valider la facture, d'accepter ou de refuser, enfin de dire un petit peu s'il est d'accord ou pas. Il me dit, mais c'est merveilleux. Et du coup, ça va nous permettre tous d'améliorer cette relation, de faciliter le travail et d'améliorer cette relation client qui est toujours au cœur de notre enjeu. Donc, rassurons, parce que tout le monde a peur, de ne pas y arriver, et de perdre son boulot, parce que nos collaborateurs ont un peu peur aussi là-dessus. Oui, là-dessus, c'était un des points sur lesquels moi je voulais insister, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des sujets au niveau de la profession ou du cabinet. Effectivement, la profession, elle peut que bénéficier de cette dématérialisation des flux, gain de productivité, etc. Mais après, il ne faut pas oublier effectivement le sujet micro du collaborateur qui a ses dossiers et qui fait de la saisie du matin au soir aujourd'hui et qui, lui, se pose la question très concrète de ce que je vais faire demain. Et il n'a pas forcément la vision, si on lui a pas expliqué, si on n'a pas pris le temps de lui donner cette vision-là un peu à long terme, il peut s'inquiéter pour la pérennité de son emploi, effectivement. Donc, si on parle de 2023, là, toutes les équipes vont rentrer dans une période fiscale. Il reste 2 périodes fiscales avant la première étape de la généralisation. Donc, ça laisse assez peu de temps pour avoir un discours à la fois de vérité, mais inspirant aux équipes et leur dire, voilà la trajectoire dans laquelle on va. Voilà ce qu'on va faire. Donc, ça implique encore une fois, comme pour le premier sujet, de travailler sur sa stratégie, son offre, et de pouvoir raconter une histoire à ses équipes, et de leur dire, te fais pas de soucis, on t'embarque dans ce wagon pour aller à tel endroit. Et moi, c'est un des chantiers prioritaires, peut-être beaucoup plus que le chantier techno, effectivement. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et mettre en place tout cet écosystème, alors c'est vrai que je vois des questions là, les logiciels, on ne sait pas encore bien, bah oui, les éditeurs n'ont pas démarré. Et oui, ils attendaient tous les textes. Bon, enfin, beaucoup, je ne parle pas de ceux qui font je parle des éditeurs plutôt centraux, pas ceux qui font tous les produits de collecte comme toi, Florent. Mais on se rend compte que beaucoup nous ont dit, on attend d'avoir tous les textes. Ils sont sortis le 7 octobre. Maintenant, je leur dis, il faut y aller. Vous devez nous sortir cette facture X qu'on puisse traiter automatiquement, qu'on puisse se passer de l'un à l'autre et qu'on puisse interopérer pour que
cet écosystème fonctionne bien autour de la facture, parce que le maître mot, c'est interopérabilité, écosystème, facilitation du métier et du travail de tous, ce à quoi Dext, bien sûr, participe activement. Et j'ai une question pour vous, parce qu'on voit effectivement que les logiciels se multiplient. On parle d'interopérabilité, mais aussi la question de multiplication des solutions fait que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour s'y retrouver? Déjà, bon, toutes les solutions logicielles, elles sont en train de se mettre en place là actuellement. Maintenant, ils ont toutes les données, ils savent, maintenant, ils savent où ils vont. Il y a un an, ils ne savaient pas bien, ils ne savaient pas s'ils allaient être opérateurs de dématérialisation, s'ils allaient être PDP. Bon, voilà, ce débat-là est à peu près aujourd'hui cerné. Donc, ça y est, vos éditeurs vont maintenant vous présenter ce qu'ils vont faire, les solutions qu'ils vont mettre en œuvre, et puis justement tous les produits qui servent de mise en contact, de mettre en place cet écosystème, aussi se mettre en place. Donc pour l'instant, pour moi, en priorité, il faut se former ses collaborateurs, commencer, Julien nous disait tout à l'heure, la campagne de bilan, on va rencontrer nos clients bientôt, rassurer nos clients rapidement, je ne les forme pas tout de suite, je leur fais voir le schéma, je leur dis ça va être plus simple et tout et tout. Si vous avez un fournisseur ou un client qui vous demande des choses, revenez vers nous, on est prêt à vous accompagner tout de suite parce qu'on a commencé à faire le chemin. Mais on va vous former massivement fin d'année 2023, début d'année 2024. On va organiser des formations. Moi, je vais former un millier de clients au cabinet sur tous ces thèmes-là. Mais il faut quand même leur en parler avant parce qu'on a plein d'acteurs autour qui se situent, les banques qui font de la pub, des plateformes qui appellent les gens dans tous les sens. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument qu'on dise bien à nos clients, on est prêt, on se forme. Quand vous voulez démarrer, on peut vous démarrer avant, même si on sait que ça va vraiment démarrer au premier semestre 2024 avec la collecte en premier. Mais on est prêt aussi à vous accompagner sur la façon de faire. Et donc, 2023, on se forme, on informe, on forme, et puis on fait ce que j'appelle la cartographie des flux, c'est-à-dire pour indiquer aussi un petit peu quel est le client, il fait quoi, quel volume il a, quel outil il a, quel logiciel il a. Et ça va être très important pour dire comment je vais accompagner mes clients, de recenser un petit peu les besoins, parce qu'il y en a dans tous les sens aujourd'hui. Tout à l'heure, tu nous disais, Florent, 80% de nos clients n'ont pas de logiciel de facturation. Oui, 80% de nos clients, ou 70%, font des factures avec Word, Excel ou OpenOffice, avec un logiciel bureautique. Donc, tous ces gens-là, il va falloir leur trouver des solutions. Certains, on va leur trouver des logiciels, des solutions peut-être que le cabinet utilise. Puis les autres, on va les accompagner ou on leur donnera un logiciel de saisie en ligne qui ressemble à un Excel, parce que tout le monde n'aura pas besoin, n'a pas obligatoirement des volumétries suffisantes. Voilà, donc notre boulot 2023, vraiment cartographier un petit peu nos clients, les flux, et commencer à leur parler, les informer pendant l'entretien de bilan. C'est très important pour qu'ils n'aillent pas n'importe où. J'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce que vous allez facturer tout ça, ces missions de mise en place de logiciels, par exemple, ou missions d'accompagnement, conseil aux clients? Alors là, je parle pas profession, je parle cabinet, là. Oui. Globalement, est-ce que les cabinets vont facturer tout ça? Parce que ça représente quand même beaucoup de temps. Alors, il y a déjà on voit, oui, on voit dans le sondage, Jean, que 58% des gens n'ont pas encore fait la démarche de communiquer ces changements aux clients. Donc, il y a clairement une opportunité ici. Importante. Ça ne m'étonne pas. Merci Marie, parce que j'étais intéressé par le résultat. Ça ne me surprend pas. Il y a moins de 50% qui en ont parlé, qui ont démarré, c'est normal. Et encore, on a les gens plutôt initiés qui sont là. Bon. Très clairement, moi par exemple, dans la mission de collecte, comme je dis toujours aux gens, pour rassurer aussi mes collaborateurs, dans 10 ans, mon cabinet, peut-être pas moi, parce que vous avez vu, ce sera peut-être plus moi, mais mon cabinet fera plus de missions de tenue de comptabilité qu'aujourd'hui. C'est ce que je dis. Simplement, on va le faire autrement. Donc, la collecte de la facture, comme je vais l'intégrer dans ma mission. Celle-ci, je vais
Et ça m'évitera, parce que comme on va dire à tout le monde, la facture électronique fait qu'il y aura moins de compta, donc la mission doit baisser de prix. Je vais dire non, moi je ne baisse pas de prix, au contraire, je augmente un petit peu, mais je vous fais plus de travail et du travail à valeur ajoutée, parce que je débarrasse mon client du truc qui l'enquiquine le plus. Voilà. Donc, j'insiste plutôt sur la valeur ajoutée, sur les travaux à valeur ajoutée, et donc cette partie-là, je ne la facture pas. Tout le restant, les autres métiers, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de débattre de ça, mais tous les autres métiers autour de la facture, le paiement de la facture fournisseur, l'émission de la facture client, l'encaissement de la facture client, éventuellement la cession de créance, la facturage, tous ces nouveaux métiers, le recouvrement, tout ça. D'ailleurs, je l'appelle full service, je l'appelle RAF, responsable administratif et financier délégué, donc RAF délégué. Et tous ces métiers-là, oui, je vais les facturer. Je vais les facturer. On est en train de travailler avec mes associés sur le coût de la facturation. Donc, une petite partie, je vais le prendre dans la mission. L'accompagnement, ça va dépendre. Si je dois informatiser le client, je vais lui facturer une formation. Mais sinon, la formation client pure, que je vais faire d'1 heure, 1 heure et demie à peu près, en début d'année à tous les clients, celle-là, elle sera gratuite. J'essaye de voir avec BPI France Numérique si je peux avoir un petit chèque numérique pour la profession. Bon, ça, je ne vous le promets pas, je ne sais pas si on va y arriver, mais on va répondre à l'appel à projet début 2023 pour dire les TPE, il n'y a que les experts comptables qui peuvent former massivement les 3 millions de TPE qui doivent passer à la facture électronique. Si on peut avoir un petit chèque formation, ce sera mieux, mais même s'il n'y a pas de chèque formation, je le ferai comme je l'ai fait pour la DSN, comme je l'ai fait pour le passage à l'euro, comme je l'ai fait pour le pass, prélèvement à la source, toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus facile quand je forme mes clients. Après, ça déroule tout seul. Et si j'ai des tarifs sur des prestations complémentaires, les choses sont présentées, l'effort commercial est fait et c'est beaucoup plus simple. Donc, ce temps n'est pas un temps perdu, mais un temps investi dans mon futur. Super, donc tu parlais justement de PGE, ce qui nous amène à notre dernière thématique, qui est le contexte économique actuel. On a parlé en première partie des défis d'attractivité, il y a aussi les défis de réglementation qui sont de plus en plus complexes et on rajoute un niveau de difficulté avec le contexte économique. Finalement, la question alors qu'on va vous poser à tous, c'est de savoir si vous pensez augmenter vos tarifs à service égal en 2023 pour suivre l'inflation. Et pendant que vous y répondez, Julien, selon toi, ce contexte économique va-t-il être une opportunité Comment est-ce qu'on peut s'en servir d'opportunité l'année prochaine ? Oui, effectivement, l'idée, c'était aussi d'élargir un petit peu et de ne pas être trop centré juste sur la transformation des cabinets. Et là, c'est un contexte général qui touche toutes les entreprises et tous les clients des cabinets. On a des chiffres d'inflation à 6, 7, 10%, voire plus, selon les secteurs, selon les activités. Et la profession ne peut pas rester insensible à l'état de ses clients. Donc, il y a le sujet, la question, elle porte là sur l'inflation au sein des cabinets et la gestion de l'inflation par les cabinets sur leur politique de prix. Mais il y a aussi le premier volet pour moi qui est comment est-ce que j'accompagne mes clients dans un contexte d'augmentation des prix et de réduction des marges. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'opportunité, mais en tout cas, il y a sans doute des choses à faire. C'est peut-être aussi une façon, un moment de mettre en pratique certaines choses qu'on entend et qu'on répète depuis des années. Par exemple, sur la posture d'écoute des collaborateurs. Encore une fois, on va démarrer, il y a une période fiscale qui va s'ouvrir. En face, il va y avoir des chiffres qui vont sortir, qui seront peut-être un petit peu moins bons cette année que les chiffres des années précédentes. Il y a des contacts réguliers pour les TVA. Est-ce que les collaborateurs sont formés à écouter le client, poser les bonnes questions, détecter un besoin très tôt, s'il y a un problème sur la trésorerie, s'il y a un problème de calcul de prix, si peut-être profiter de tout ça pour remettre une couche sur la détection du besoin et l'écoute le plus tôt possible des besoins du client. Ça me paraît important pour cette année 2023. Et à pas se contenter, vu l'évolution rapide de la conjoncture économique, de commenter des chiffres sur le bilan en mois de mai 2023. Ce qui m'amène au deuxième sujet, c'est aussi un contexte dans lequel ça montre toute l'importance de collecter des données hyper fraîches sur les clients du cabinet, parce qu'encore une fois, ça bouge très vite.
Et dans ce contexte-là, la profession ne peut pas se contenter de commenter des chiffres à M plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Donc, c'est une raison supplémentaire, je le vois comme ça. Je n'irai pas jusqu'à dire une opportunité, mais c'est une raison supplémentaire de se bouger sur ce sujet-là et de mettre en place ce qu'il faut pour avoir des données fiables, récentes, et apporter un conseil hyper réactif au client qui va peut-être pas voir tout de suite, lui, les problèmes ou les solutions, qui sait peut-être pas qu'il y a des procédures de prévention dans un tribunal de commerce, qui a peut-être pas la vision de tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, 2023 pour le client, si je résume ce que je viens de dire, je dirais développer la détection des signaux faibles et mettre en place ce qu'il faut pour récupérer des données fraîches. Ça, c'est pour la partie client. Sur la partie cabinet, est-ce qu'il faut répercuter ou pas l'augmentation des prix? Là, ça dépasse mes modestes compétences. Donc, je laisserai les autres intervenants et le sondage trancher cette question. Et justement, quand on parle du sondage aujourd'hui, enfin sur notre webinaire, c'est 76% des participants qui comptent augmenter leurs tarifs. Donc, ça reste effectivement à l'ordre du jour pour la grande majorité. Je peux réagir là-dessus parce que on parle d'inflation au sens large et du coup, vos clients devraient comprendre s'il y a une augmentation de tarifs. Faut pas non plus considérer que l'inflation est quelque chose à subir à tout prix. C'est possible. Il y a beaucoup de cabinets dont les coûts n'augmentent pas. Encore une fois, si on arrive à mettre en place des technologies intelligentes, si on arrive à mettre en place une organisation qui a du sens, on peut faire des économies en bureau. On peut faire des économies en recrutement parce qu'on va recruter que 2 personnes au lieu de recruter 5 personnes. Et on peut faire des choses pour que les coûts n'augmentent pas trop. Et en fait, la plupart des cabinets nous disent qu'il y a des marges qui se réduisent en effet, mais plus parce que ce qu'ils peuvent facturer aux nouveaux clients baisse plus vite qu'une augmentation des coûts. Hein. C'est plus une baisse de la proportion à payer par les clients qu'augmentation des coûts. Et ce sera le cas de plus en plus avec la facture électronique. On parle de moins de travail à faire parce qu'il y aura des formats structurés, parce que la machine va en faire plus que d'inflation, des choses à faire et donc des coûts parce qu'il y a beaucoup de coûts humains dans les cabinets. Donc une première chose, c'est si on arrive à faire baisser ces coûts, on a moins besoin de les répercuter, évidemment. Et ensuite, il y a une deuxième partie dans le sondage, je réagis par rapport à ça aussi, c'est à service égal. Regardez ce que vous offrez, ça m'étonnerait que vous soyez à service égal. A priori, vous êtes tous en train de faire progresser vos services par rapport à vos clients. Oui, alors il y aurait un problème, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Même si on regarde rien que la période du Covid, vous avez offert beaucoup plus de services. Vous avez offert énormément d'accompagnement que vous n'offriez pas avant. Aujourd'hui, quand vous donnez des nouveaux logiciels, des nouvelles choses à vos clients, vous leur offrez un nouveau service supplémentaire. Demain, quand vous leur faites des formations pour passer sur la facture électronique, vous leur offrez un service supplémentaire. Donc, il ne faut pas sous-estimer non plus toute la valeur que vous apportez à vos clients et considérer que c'est du service égal. Soit vous le facturez à part, totalement impossible, soit vous continuez à le facturer dans vos coûts, mais vous pouvez communiquer dessus pour bien clarifier que c'est plus de services qu'avant. Et dans la mesure où vous augmentez vos services, aussi vos honoraires évoluent dans le même sens. Oui, Florent, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on interroge un petit peu les enquêtes auprès des entreprises et tout, ils nous disent toujours, l'expert comptable, dernière enquête, 86% à peu près de taux de réponse. Expert comptable, mon principal conseil, je compte sur lui, il est bon, il est ceci, il est cela. Oui, mais, le mais, c'est pas il est trop cher. C'est je le vois pas assez. Donc aujourd'hui, nos clients, ils nous demandent beaucoup plus de retour. Donc à l'arrière, c'est un petit peu le sens de la première réponse que j'avais faite tout à l'heure. Moi, je préfère en donner plus. Je vais augmenter mes tarifs. J'ai répondu oui au questionnaire. Je vais augmenter mes tarifs, mais je vais en donner plus de choses à mes clients. Je vais amener plus de valeur ajoutée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'attendent nos clients. Plus que des réductions de coûts. C'est secondaire. Si jamais la prestation n'est pas bonne, je suis trop cher. Quel que soit le prix, je suis trop cher. Si la prestation est bonne et que j'en donne plus, tout à l'heure, c'est toi, Julien, tu me parlais des données fraîches. C'est pareil. On nous demande de plus en plus où je me situe, mes comparaisons, c'est un petit peu les produits qu'on vous a ouverts actuellement, Jeux DataVis, Images PME, un petit peu tous ces produits qui sont un axe important de la mandature actuelle, qui sont un petit peu la data, justement, le traitement de la data,
tout ce qui est complémentaire. Tristan nous parle du RSE, de différentes choses, aussi de la gestion des risques, de la gestion de la compta prévisionnelle et des risques, et des cotations, des notations, toutes ces choses-là. Voilà, c'est tout ça qu'on nous demande de faire rentrer et plus uniquement de faire une liasse fiscale ou une déclaration de TVA. Ouais, je suis d'accord. Et pour réagir par rapport aux commentaires sur la capacité contributive aussi des entreprises, on voit beaucoup plus quand on parle aux entreprises directement, des gens dire je veux plus de services, et donc évidemment qu'ils ont une capacité contributive pour un certain type de service. Donc évidemment pour la tenue, ils ont envie de payer moins parce qu'ils savent qu'ils peuvent payer moins, mais pour tous les autres services, aujourd'hui, ils peuvent se tourner vers leur expert comptable, des fois vers leur avocat, des fois vers un autre conseiller externe. Il faut à tout prix que les experts comptables puissent capter ce besoin en plus. Et la capacité contributive, elle augmente en fonction des services qui peuvent être offerts. Oui. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez justement de la RSE et de la comptabilité triple capital. On en avait très, très vite fait parler lors de la préparation. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un sujet super important et pour autant, j'ai le sentiment qu'il y a très, très, très peu de cabinets d'expertise comptable qui ont pris ce sujet en main ou alors que les très grands groupes. Oui, parce que je pense aussi qu'on a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, le bilan, quand on parle de RSE, on parle de bilan carbone. Donc, on parle de missions très lourdes et pas d'une mission un peu plus à la mesure des TPE. Donc, on en parle beaucoup pour les groupes, les grosses PME, les ETI. Et aujourd'hui, bon, on travaille, d'ailleurs, on est en train de travailler justement sur un bilan, je ne veux pas dire un bilan carbone, mais justement sur une information, surtout la RSE, traitement de la donnée, ou bien possibilité, à partir des FEC, de faire justement directement comme on le fait sur un conforme expert, comme on le fait avec un jeu DataVis, pour travailler sur ces faits, sur les écritures et automatiser ces retours que l'on peut faire aux entreprises, que ce soit en matière de RSE ou en matière de bilan prédictif ou dans différentes catégories. Donc, le traitement de la donnée, les données fraîches, tout ça, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Mais on a du mal, RSE, on a du mal à y aller. On n'a pas grand monde qui travaille dans les groupes. Voilà, faut qu'on se fasse une douce violence. Moi, le premier, j'allais dire dans mon cabinet, j'ai du mal, je ne vois pas par quel bout je vais prendre ce truc-là. Parce qu'on nous l'a trop présenté comme étant une grosse mission pour des gros groupes. Là, Julien. Là-dessus aussi, un peu comme la facturation électronique, il y a un calendrier qui commence à se dessiner, à se resserrer aussi. Il y a le CSRD là, qui est passé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours au niveau européen. Donc, on va se retrouver petit à petit avec aussi des échéances, d'abord pour des grandes entreprises qui vont redescendre sans doute par capillarité. Donc, le calendrier va aussi contraindre la profession à y aller, je pense. Donc, je ne doute pas que l'année prochaine, ça sera peut-être dans les tendances 2024 de Dext. Voilà. Et puis, vous aurez peut-être des petites choses qui commenceront à arriver au Congrès. Là, c'est le prochain rapporteur du Congrès qui vous en parle. Voilà, donc la data, tous ces éléments, le prédictif, le RSE, on va commencer à vous introduire ça au prochain Congrès. Voilà. C'est pas bien, je dis les choses avant que le thème définitif n'ait été énoncé. J'ai rien dit. Hein. Non, c'est pas comme si c'était enregistré en plus. Je reviens sur ce sujet de Julien disait observer les signaux faibles et savoir du coup quel service proposer en plus et du coup pour rejoindre avec Audrey, quel service de RSE en plus. Tout revient à la discussion du début du technicien qui doit devenir manager et pouvoir du coup en tant que manager offrir des formations à ses salariés collaborateurs qui vont peut-être devenir de plus en plus conseillers clients. Et on parle de plus en plus de la phrase qui est bien connue dans la profession de devenir plus expert que comptable. Ce sera pas automatique. Il faut que ça passe par des formations. Et pour le coup, on travaille avec les organismes de formation de la profession moi, je suis effaré de voir le peu de gens qui participent aux ateliers de formation dans la profession, alors qu'il y a beaucoup de choses et l'ordre fait énormément de choses extraordinaires pour accompagner les cabinets. Donc, il y a vraiment moyen d'inscrire ses collaborateurs à ce genre de choses parce que ça marche très, très bien. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'un institut de formation qui a mis des cœurs, mais vraiment, en plus, c'est quelque chose qui aidera à fidéliser les collaborateurs. Parce que les collaborateurs ont envie de progresser et d'aller sur les nouveaux dossiers. Et les jeunes, on parlait d'attractivité, les jeunes sont très sensibles à ça aussi.
Donc ça fait partie aussi des choses à mettre en avant parce que voilà, autant mes anciens collaborateurs ne voient pas de quoi je parle, mais les jeunes qui arrivent tout frais moulus de l'école, ils nous parlent beaucoup de ces choses-là. Donc ils vont nous aider à y aller. Oui. Et ça marche aussi en interne. Prendre en compte la RSE au sein du cabinet, c'est important aussi. Tout à fait. Je pense qu'on peut finir là-dessus. D'ailleurs, je pense que chaque cabinet, je suis d'accord avec toi, Audrey, devrait commencer par faire son propre bilan avant de, comme ça, ça sera plus simple de pouvoir le vendre par la suite. Et potentiellement un sujet et une tendance pour l'année prochaine. Je vous propose de finir donc là-dessus pour cette 3e thématique. En termes de questions, on a eu beaucoup de réactions et beaucoup d'échanges tout au long des discussions. Moins de questions qui se sont ajoutées. Peut-être que sur les 5 minutes restantes, je pourrais vous laisser chacun faire une petite conclusion sur ce qu'on vous avez retenu de ces 55 dernières minutes sur finalement alors en un mot ce qu'on retient sans forcément voilà, en une phrase ce qu'on retient. Et celui qui veut se lance. Allez, je me lance. Je pense que quelque chose à retenir, c'est il faut adapter ces recrutements aux nouveaux besoins. Et les nouveaux besoins sont affectés par la facture électronique, par l'écosystème qui change. Et donc des actions pour ça sont vraiment faisables. En particulier, Audrey est là, donc j'en parle. C'est pas normal. Tous les cabinets devraient avoir un profil sur la Maconta. Il y a des offres gratuites. Tous les cabinets devraient avoir quelque chose pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'ils veulent pousser en tant qu'image cabinet. Donc ça, c'est une première chose à faire. Ensuite, il y a se former sur la facture électronique. Sur Compta Online, on voit tous les articles de tous les logiciels qui expliquent ce qu'ils veulent faire. C'est ça qu'il faut aller voir pour pouvoir ensuite être assez confiant pour en parler à ses collaborateurs et ses clients. Et dans tous les ateliers organisés par l'ordre et qui vont être faits avec Je Facture et organisés par Jean, ça va vous permettre d'avoir plus de confiance pour parler à vos collaborateurs et vos clients. Donc c'est une des priorités sur l'année 2023. Voilà pour moi. Merci pour cette phrase. Okay, je prends la suite. Merci Florent pour la petite pub. Moi, ce que je retiens, c'est principalement, et j'ajoute un élément aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la confiance. C'est important d'avoir confiance en son équipe, de travailler son management. Aujourd'hui, il y a 50% des salariés qui quittent leur entreprise à cause de leur patron. Et donc, c'est à nous, je parle aussi en tant que chef d'entreprise, c'est à nous de nous remettre en question, de nous former, de prendre le temps avec les collaborateurs pour leur permettre de grandir et de s'inscrire dans un projet à long terme. On parle beaucoup des jeunes générations qui sont instables et feignantes. En réalité, quand on les intègre dans un projet à long terme, on a beaucoup plus de facilité à les garder et les motiver. Moi, je dirais quelques mots modernité avec tout le changement de la profession. Modernité de data aussi pour plus d'informations retournées vers nos clients. Attractivité nécessairement parce que tout ça concourt à cette attractivité pour justement faire voir que la profession évolue beaucoup, attirer les jeunes talents, diversifier d'ailleurs pour pouvoir avoir plus de monde. Et enfin, notre rôle de tiers de confiance. Parce que l'expert comptable qui doit garantir ses flux, qui doit sécuriser tout le monde, et le tout toujours en renforçant les relations humaines, que ce soit avec mes équipes, avec mes collaborateurs ou avec mes clients. Voilà, donc tiers de confiance et humain, c'est pour moi les maîtres mots de cette évolution 2023. Alors, ça va être difficile pour moi de passer après ces trois brillantes conclusions. Non, mais ce que je dirais peut-être, c'est dans ces trois thématiques de faire attention au syndrome du pansement sur la jambe de bois. C'est-à-dire, on ne va pas régler l'attractivité avec un baby-foot, on ne va pas régler la facturation électronique en prenant un abonnement, on ne va pas régler l'inflation juste en mettant un petit peu plus sur les honoraires. Le point commun de tout ça, c'est qu'il faut engager une réflexion en profondeur qui porte sur les compétences, sur l'offre. Et en travaillant là-dessus, on réglera une bonne partie des problèmes d'attractivité, de facturation électronique et de conseil de ses clients. Donc voilà, c'est peut-être ça, de ne pas toujours chercher des solutions immédiates, rapides. Il y a des fois où il faut se poser et réfléchir à plus long terme.
Merci Julien. Donc moi je finirai sur un dernier mot qui est merci. Merci pour votre intervention. Merci aux différentes réactions et aux personnes qui nous ont rejoints ce soir malgré la fin d'année et les débuts des TVA et tout ce qui s'ensuit. On espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, tout au long de l'année prochaine, on va creuser ces différents sujets en commençant par le sujet de l'attractivité et de la facture électronique. On va vous partager des liens pour que vous puissiez télécharger ces informations-là et pouvoir davantage creuser. N'hésitez pas également à ajouter nos intervenants sur LinkedIn, à ajouter aussi Dext et la Maconta et Compta Online sur LinkedIn. Et vous pouvez aussi rejoindre les formations de l'ordre, c'est ce que je retiens, notamment celle sur la facture électronique animée par Jean. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2023 où ce sera à notre tour de vous accompagner dans votre transformation. Donc merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Marie, merci bonne soirée à vous. Bonne fête, bonne journée.